Madame C interrompit son récit, le temps de reprendre haleine. Mais toute tension et toute souffrance avaient disparu de sa voix. Comme une voiture qui monte d'abord péniblement la côte, mais qui, après avoir atteint la hauteur, redescend la pente en roulant légère et rapide, son récit avait maintenant des ailes. Donc je courus à mon hôtel, par les rues emplies de la clarté matinale, l'orage ayant chassé du ciel, au-dessus d'elle, toute lourdeur, comme était dissipé en moi tout sentiment douloureux. En effet, n'oubliez pas ce que je vous ai précédemment raconté. Depuis la mort de mon mari, j'avais complètement renoncé à la vie. Mes enfants n'avaient pas besoin de moi, je ne m'intéressais pas à moi-même, et toute vie qui ne se voue pas à un but déterminé est une erreur. Or, pour la première fois, à l'improviste, une mission m'incombait. J'avais sauvé un homme, je l'avais arraché à la destruction, en mettant en jeu toutes mes forces. Il ne restait plus qu'à triompher d'un petit obstacle pour mener cette mission à bonne fin. J'arrivai à mon hôtel. Le regard du portier, exprimant l'étonnement de me voir rentrer chez moi seulement à 9 h du matin, glissa sur moi. De la honte et du chagrin que j'avais eus, rien ne subsistait plus en moi. Mais une renaissance soudaine de ma volonté de vivre, un sentiment neuf de la nécessité de mon existence faisait couler dans mes veines un sang chaud et abondant. Arrivé dans ma chambre, je changeai rapidement de vêtements. Je quittais sans m'en rendre compte, ce n'est que plus tard que je le remarquai, mon vêtement de deuil pour en prendre un plus clair. J'allai à la banque chercher de l'argent. Je me rendis en hâte à la gare pour me renseigner sur le départ des trains. Avec une décision qui m'étonnait moi-même, j'arrangeai en outre quelques autres affaires et rendez-vous. Il ne me restait plus qu'à assurer le retour dans son pays et le sauvetage définitif de cet homme que le destin m'avait confié. À vrai dire, il me fallait de l'énergie pour l'aborder maintenant. Car la veille, tout s'était passé dans l'obscurité, dans un tourbillon, comme quand deux pierres entraînées par un torrent se heurtent soudain. Nous nous connaissions à peine de vue et je n'étais même pas certaine que l'étranger pût encore me reconnaître. La veille, ça avait été un hasard, une ivresse, la folie démoniaque de deux êtres égarés, mais aujourd'hui il fallait me livrer à lui plus ouvertement qu'hier, parce que maintenant, à la clarté impitoyable de la lumière du jour, j'étais forcée de l'aborder avec ma personne, avec mon visage, comme quelqu'un de bien vivant. Mais tout cela se fit plus facilement que je ne le pensais. À peine, à l'heure convenue, m'étais-je approché du casino qu'un jeune homme se leva d'un banc et courut au-devant de moi. Il y avait quelque chose d'aussi spontané, d'aussi enfantin, ingénu et heureux dans sa surprise que dans chacun de ses mouvements si expressifs. Il volait ainsi vers moi avec, dans le regard, un rayon de joie reconnaissante et en même temps respectueuse, et dès que ses yeux sentirent qu'en sa présence les miens se troublaient, ils se baissèrent humblement. La reconnaissance, on la voit si rarement se manifester chez les gens. Et même les plus reconnaissants ne trouvent pas l'expression qu'il faudrait. Ils se taisent, tout troublés. Ils ont honte et contrefont souvent l'embarras pour cacher leurs sentiments. Mais ici, dans cet être à qui Dieu, comme un sculpteur mystérieux, avait donné tous les gestes capables d'exprimer les sentiments d'une manière sensible, belle et plastique, le geste de la reconnaissance brillait comme une passion qui rayonnait de tout son corps. Il se pencha sur ma main et, la ligne délicate de sa tête d'enfant s'inclinant avec dévotion, il resta ainsi pendant 1 minute à me baiser respectueusement les doigts en ne faisant que les effleurer. Puis il se recula, s'informa de ma santé, me regarda avec attendrissement et il y avait tant de décence dans chacune de ses paroles qu'au bout de quelques minutes, toute inquiétude m'eut quitté. Et, comme un reflet de mon propre allègement moral, le paysage brillait autour de nous, complètement apaisé. La mer qui, la veille, se gonflait de colère, était si calme, silencieuse et limpide que l'on voyait briller de loin, très blanc, le moindre galet sous les petits flots ourlant le rivage. Le casino, cet abîme infernal, dressait sa clarté mauresque dans le ciel balayé de frais et comme damassé. Et le kiosque, sous l'auvent duquel la pluie battante nous avait contraints de nous réfugier,
s'était épanoui en une boutique de fleuriste. Il y avait là, dans un pêle-mêle diapré et à foison, blanc, rouge, vert et multicolores, de larges bouquets de fleurs et de verdure que vendait une jeune fille à la blouse éclatante. Je l'invitai à déjeuner dans un petit restaurant. Là, le jeune homme inconnu me raconta l'histoire de sa tragique aventure. C'était l'entière confirmation de mon premier pressentiment lorsque j'avais vu sur le tapis vert ses mains tremblantes et nerveusement agitées. Il descendait d'une famille de vieille noblesse de la Pologne autrichienne. Il se destinait à la carrière diplomatique. Il avait fait ses études à Vienne et 1 mois auparavant, il avait passé le premier de ses examens avec un succès extraordinaire. Pour fêter ce jour-là et en guise de récompense, son oncle, un officier supérieur de l'état-major chez qui il habitait, l'avait emmené au Prater en fiacre et ils étaient allés ensemble au champ de course. L'oncle fut heureux au jeu. Il gagna 3 fois de suite. Lestés d'un gros paquet de billets de banque ainsi acquis, ils allèrent dîner ensuite dans un élégant restaurant. Le lendemain, pour son succès à l'examen, le futur diplomate reçut de son père une somme d'argent égale à la mensualité qu'on lui faisait. 2 jours plus tôt, cette somme lui aurait semblé énorme, mais maintenant, après la facilité de ce gain, elle lui parut insignifiante et mesquine. Aussi, dès qu'il eut déjeuné, il retourna à l'hippodrome, paria passionnément et farouchement, et son bonheur, ou plutôt son malheur, voulut qu'il quittât le Prater après la dernière course avec le triple de son argent. Dès lors, la rage du jeu, tantôt aux courses, tantôt dans les cafés ou dans les clubs, s'empara de lui, dévorant son temps, ses études, ses nerfs et surtout ses ressources. Il n'était plus capable de penser, de dormir en paix et encore moins de se dominer. Une fois, c'était la nuit, rentré du club où il avait tout perdu, il trouva en se déshabillant un billet de banque oublié et tout froissé dans son gilet. Ce fut plus fort que lui. Il se rhabilla et rôda à droite à gauche jusqu'à ce qu'il trouva dans un café des joueurs de dominos avec qui il resta jusqu'à la pointe de l'aube. Un jour, sa sœur qui était mariée vint à son aide en payant les dettes qu'il avait contractées auprès d'usuriers empressés à ouvrir un crédit à l'héritier d'un grand nom. Pendant un certain temps, la chance le favorisa, mais ensuite ce fut la déveine continuelle. Et plus il perdait, plus ses engagements non remplis et sa parole d'honneur donnée et non tenue exigeaient impérieusement, pour le sauver, des gains importants. Il y avait longtemps déjà qu'il avait donné en gage sa montre, ses vêtements, et finalement se produisit quelque chose d'épouvantable. Il vola à sa vieille tante, dans une armoire, 2 gros pendentifs qu'elle portait rarement. Il engagea l'un contre une forte somme, laquelle, le soir même, fut quadruplée par le jeu. Mais au lieu de se retirer, il risqua le tout et il perdit. Au moment de son départ en voyage, le vol n'était pas encore découvert. Aussi engagea-t-il le second pendentif et, obéissant à une inspiration subite, il prit le train pour Monte-Carlo afin de gagner à la roulette la fortune dont il rêvait. Déjà, il avait vendu sa malle, ses habits, son parapluie. Il ne lui restait plus rien que son revolver avec 4 balles et une petite croix ornée de pierres précieuses que lui avait donnée sa marraine, la princesse de X, et dont il ne voulait pas se séparer. Mais l'après-midi, il avait vendu cette croix pour 50 francs uniquement afin de pouvoir, le soir même, essayer de goûter une dernière fois à la joie frémissante du jeu, à la vie ou à la mort. Il me racontait tout cela avec la grâce captivante de son être si vivant, si authentique. Et j'écoutais, ému, ébranlé, fasciné. Et à aucun instant je ne songeais à m'indigner en pensant que cet homme qui se trouvait là à ma table était, après tout, un voleur. Si, la veille, quelqu'un m'avait simplement insinué que moi, une femme au passé irréprochable et qui exigeait dans sa société une dignité stricte et de bon ton, je serais un jour assise familièrement à côté d'un jeune homme totalement inconnu, à peine plus âgé que mon fils, et qui avait volé des pendentifs de perles, je l'aurais tenu pour un insensé. Mais à aucun moment de son récit, je n'éprouvais un sentiment d'horreur. Il racontait tout cela si naturellement et avec une telle passion que son acte paraissait plutôt l'effet d'un état de fièvre, d'une maladie, qu'un délit scandaleux.
Et ensuite, pour quelqu'un qui, comme moi, avait, la nuit passée, vécu des événements si inattendus, précipités comme une cataracte, le mot « impossible » avait perdu brusquement son sens. Dans ces 10 heures, l'expérience que j'avais acquise de la réalité était infiniment plus grande que celle que m'avait procurée précédemment 40 ans de vie respectable. Cependant, quelque chose d'autre m'effrayait dans cette confession. C'était l'éclat fiévreux qui passait dans ses yeux et qui faisait vibrer électriquement tous les muscles de son visage lorsqu'il évoquait sa passion du jeu. En parler suffisait à l'exciter, et avec une terrible netteté, son visage expressif traduisait ses moindres mouvements de tension, joyeux ou douloureux. Malgré lui, ses mains admirables, nerveuses et souples, redevinrent elles-mêmes, tout comme à la table de jeu, des rapaces, des êtres furibonds et fuyants. Je les vis, tandis qu'il racontait, frémir soudain aux articulations, se courber vivement et se crisper en forme de poing, puis se détendre et de nouveau se pelotonner l'une dans l'autre. Et au moment où il confessait le vol des pendentifs, elles mimèrent, ce qui me fit tressaillir malgré moi, bondissante et rapide comme l'éclair, le geste du voleur. Je vis véritablement les doigts s'élancer follement sur la parure et l'engloutir prestement dans le creux de la main. Et je reconnus avec un effroi indicible que cet homme était empoisonné par sa passion jusque dans la dernière goutte de son sang. La seule chose qui dans son récit m'émouvait et me terrifiait au plus haut point, c'était cet asservissement d'un homme jeune, serein et insouciant par nature à une passion insensée. Aussi je considérais comme mon devoir absolu de persuader amicalement à mon protégé improvisé de quitter aussitôt Monte-Carlo où la tentation était très dangereuse. Il fallait que le jour même il partît retrouver sa famille avant que la disparition des pendentifs fût remarquée et son avenir ruiné pour toujours. Je lui promis de l'argent pour le voyage et pour dégager la parure, mais seulement à la condition qu'il prît le train le jour même et qu'il me jura sur son honneur qu'il ne toucherait plus une carte ni ne participerait plus à aucun jeu de hasard. Je n'oublierai jamais la reconnaissance passionnée, d'abord humble, puis peu à peu s'illuminant, avec laquelle cet inconnu, cet homme perdu, m'écoutait. Je n'oublierai jamais la façon dont il buvait mes paroles lorsque je lui promis de l'aider. Et soudain, il allongea ses 2 mains au-dessus de la table pour saisir les miennes avec un geste pour moi inoubliable, comme d'adoration et de promesse sacrée. Dans ses yeux clairs dont le regard était resté un peu égaré, il y avait des larmes. Tout son corps tremblait nerveusement d'une émotion de bonheur.